Il faut que nos politiques comprennent un peu c'est quoi la culture et qu'un pays se développe aussi avec la culture. Tout est une question de mindset. Si on change la mentalité, on fait tomber les barrières. Et quand on fait tomber les barrières, il n'y a plus de limites. Tout est possible. Je veux que mes films touchent d'abord les Sénégalais avant de toucher les autres. J'ai compris qu'il fallait que je commence à faire des films populaires dans le sens noble du terme. Et j'ai envie de faire rire les gens, les faire pleurer, mais après tout ça qu'ils sortent en étant touchés par la grâce. Souleymane Kébé est un producteur de cinéma passionné et passionnant. Son film Banel et Adama de Ramata Laïci faisait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes en 2023. Il était aussi producteur exécutif sur le film Tirailleurs avec Omar Sy. Il faut que le cinéma soit du divertissement. Moi, je suis un cinéphile. Je peux prendre mon argent pour aller voir un film dur. Mais le Sénégalais lambda, quand il met ses 5 000 ou ses 2 000 là, c'est pas pour aller sortir... Non. J'ai galéré beaucoup. À un moment même, j'ai pensé repartir en France. Tellement c'était dur. Toutes mes économies étaient passées. Puis je trouvais pas de financement parce qu'ils me connaissaient pas, parce que j'étais trop jeune, parce que. Jusqu'au moment où... Comment est-ce que tu vois l'intelligence artificielle? Comment est-ce qu'elle va venir bouleverser tout ça? Moi, j'ai vu une pub, c'était IA. Toute la pub, c'était IA. Les personnages des IA, qui... Et j'ai dit, ah, ça, c'est pas bon pour nous, hein. Le point de vue de femme sur la société, ça m'intéresse. Ça me touche. Finalement, c'est les plus talentueuses d'après mes expériences. Qu'est-ce qui peut te mettre en colère? Parce que tu dis que tu as ton caractère. C'est le manque de respect et l'injustice. Ça me met en colère. Bienvenue dans Afropod. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Et si vous aimez ces conversations, n'hésitez pas à liker, à partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ça nous aide énormément. Et puis n'oubliez pas, ce que vous entendrez ici, vous n'entendrez nulle part ailleurs. Alors surtout, ça reste entre nous. Souleymane Kébé, oui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis producteur de films. C'est ça mon gagne-pain, comme on dit. Et c'est ma passion. Décris-nous un peu, ça veut dire quoi en fait? La production de films, c'est prendre un projet, une idée, en faire un film, développer le projet et puis trouver les moyens financiers de les faire. Aussi trouver les moyens humains pour s'entourer, comment s'entourer des bonnes personnes pour réaliser le film et après faire le film, monter et le proposer au public. Ça veut dire que quelqu'un vient te voir avec une idée? Oui. Parfois un scénario déjà écrit ou bien juste une idée? Ça peut être à tous les moments de développement, ça peut être juste une idée ou même un scénario prêt à être financé. Et toi, tu dois trouver l'équipe et les sous pour faire exister cette idée, la concrétiser, c'est ça? Exactement. D'abord, il faut déjà peaufiner l'idée. Parce que c'est ça un peu le travail artistique d'un producteur. C'est accompagner l'auteur à enjoliver au mieux son idée. Et puis maintenant, prendre cette idée-là et aller défendre cette idée parce qu'il y a une compétition rude entre tous les producteurs qui sont là. On a tous les mêmes guichets. Donc, défendre le projet jusqu'à avoir l'argent et puis maintenant, s'entourer des bonnes personnes. Ouais. Quelles sont les plus grosses productions sur lesquelles tu as travaillé, les plus gros films que tu aies produits? Bon, moi, j'ai produit, si c'est que production où je suis producteur, il y a Banel et Adama, qui était donc en compétition officielle en 2023 au Festival de Cannes. On était dans la même catégorie que Martin Scorsese, avec ses acteurs Leonardo DiCaprio, Michel Yao et autres. On a déjeuné ensemble. C'était un rêve. Il y a aussi Serad Apolline Traoré, qui était prix du public à Berlin. Voilà, il y en a d'autres. Hein. Je peux citer Dent pour Dent, Voyage d'Allah, etc. Mais les deux là, c'est les deux qui ont pris plus de lumière. Mais j'ai aussi travaillé sur des projets d'autres producteurs d'autres pays, de la France, des États-Unis, d'Allemagne, etc. Et qui viennent tourner au Sénégal. On peut citer Tirailleurs avec Omar Sy, il y avait Mathieu Batpied. On peut citer 000, un film de Stefano Solima de l'Italie, qui était sur Amazon, et tout, c'est des gros projets où on avait genre 200 personnes sur le set, 24 camions. Waouh, voilà. C'est énorme quand même. C'est énorme, oui. Ça représente combien un gros film, par exemple Banel et Adama, ou par exemple un film comme Tirailleurs, ça représente combien de budget? Bon, pour le budget de Banel et Adama, donc c'était 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA. 1 300 000 et quelques mille euros. Et c'est toi qui est allé chercher cet argent? Oui, en fait, chercher l'argent, il y a une partie de l'argent que j'ai trouvé moi directement en tant que producteur, c'est-à-dire où il y a des guichets où je suis éligible en tant que producteur, je vais aller chercher l'argent là-bas. On peut les citer, hein, tout ce qui est OIF, Organisation internationale de la francophonie, francophone, le FOPICA au Sénégal, il y a eu les chaînes comme Canal, il y a eu des fonds comme Red Sea en Arabie Saoudite, Doha à Qatar. On a eu aussi d'autres fonds, beaucoup quoi. Il y en a beaucoup. Et on a eu en France des fonds où je me mets en partenariat avec des producteurs en France
qui eux sont maintenant délégués pour aller chercher de l'argent complémentaire. D'accord. Parce qu'on a signé une convention entre nous pour qu'ils nous représentent en dehors de l'Afrique. Donc l'argent qu'ils cherchent, donc tout cet argent-là détermine le budget qu'on a à la fin. D'accord. Donc Banel et Adama, 1 milliard de francs CFA. Oui. Un film comme Tirailleurs. Tirailleurs, bon écoute, moi je sais pas, parce que j'étais pas le producteur délégué, je suis le producteur exécutif du film. Je sais que le budget qu'on avait nous, c'était 600 millions au Sénégal. 600 millions, donc ça doit être, je pense qu'il devait être à 4 millions d'euros ou quelque chose comme ça. Ok. Mais on a tourné une semaine, on a dépensé que à peu près 500 à 600 millions. En une semaine de tournage. En une semaine de tournage. Wow, ça fait beaucoup d'argent quand même. Oui, ça fait beaucoup d'argent. J'ai entendu que tu disais que depuis la production de Tirailleurs, tu es beaucoup plus à l'aise financièrement, que ça va beaucoup mieux pour toi. C'est vrai. Que c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. En fait, parce que souvent les films, le rythme de films qu'on fait au Sénégal, moi en tant que boîte de production, je peux pas faire plus d'un long métrage par année. Je peux faire 2 courts-métrages, je peux faire un documentaire et une série. Encore moi, je suis chanceux. Il y a beaucoup de boîtes, ils ont un film par année. Donc, ce rythme-là ne permet pas de faire vivre un peu les boîtes de prod, sauf s'ils ont des contenus audiovisuels, des films institutionnels à faire ou des clips et des pubs. Moi, je ne fais pas ça. Ce qui me permet de vivre en dehors de ce que je gagne modestement en tant que producteur, c'est la prod exé ou c'est des productions. Alors, production exécutive, tout le monde ne sait pas. La production exécutive, c'est du service qu'on fait. C'est-à-dire, le Sénégal a protégé un peu ses producteurs en disant que si vous êtes étranger et que vous venez tourner au pays, vous êtes obligé de travailler avec un producteur local. Donc quand maintenant c'est par exemple la France ou la Belgique ou l'Allemagne, ils veulent venir tourner au Sénégal, ils travaillent avec un producteur local. Donc ce producteur local signe un contrat de production exécutive pour gérer le service de tournage. Accueillir les techniciens européens, recruter les techniciens sénégalais ou africains, trouver les fournisseurs, faire les repérages pour les décors, etc., etc. Et donc, ce producteur exécutif fait un devis que la production française ou allemande valide. Et donc, moi, je suis en charge de gérer ce budget-là. Et donc, dans le budget-là, j'ai un salaire. Voilà. Un peu comme un prestataire, simplement. Comme un prestataire. Donc, tu fais du service. Et donc, ce salaire-là que tu fais maintenant sur les prods exé, tu peux dire c'est 10%, 8%, 5%. Si c'est 600 millions, imagine 10%. C'est pas mauvais. Donc, voilà, si tu en fais 3, 4, donc ta boîte est tranquille. Et donc, ça, moi, c'est ça qui me permet de pouvoir payer le développement, signer des contrats de cession, payer des contrats d'option, parce que il faut pouvoir payer des auteurs pour qu'ils développent le projet, développer avec eux, payer des repérages, des pré-castings, les aider à écrire le projet. C'est pour ça que donc le fait de travailler sur ces projets-là me donne plus de force financière pour développer mes propres projets et en faire beaucoup plus. D'accord. Alors, tu connais vraiment bien ce milieu de la production en Afrique, mais également au-delà de l'Afrique. C'est vraiment une expérience exceptionnelle que tu as. Il y en a quelques autres également. J'aimerais savoir comment tout a commencé pour toi dans ce milieu-là. Ça a commencé un peu, je pense, avec le théâtre, parce que je faisais du théâtre depuis plusieurs années au lycée. Donc, lycée 14-15 ans, c'est ça? Oui, au lycée. Mais non, j'ai commencé quand même dans le tard. Dans le tard, j'ai commencé, j'avais 15 ans. D'accord. Ouais, 14-15, t'as raison. 15 ans, et j'ai adhéré au club d'anglais, puis au club de littérature. Et on me donnait des rôles, parce que j'avais une bonne diction autant, c'est plus comme maintenant. J'avais une bonne diction, d'après eux, et j'étais à l'aise. Donc, voilà. Et donc, je commençais par le théâtre. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai intégré l'atelier universitaire de théâtre qui me donnait accès à des castings pour jouer dans des petits films, dans des pubs et autres. Et j'ai pris contact avec le milieu, les techniciens. J'ai commencé un peu. Ma sœur aussi, la chance que j'ai eue, était aussi dans une boîte de prod au Sénégal. Me prenait, vu que j'étais à la fac, me disait, j'ai besoin de jeunes filles jolies. Toi, t'es un séducteur, là, je suis sûr. Il faut me trouver des filles. Et j'étais là. Ouais, d'accord. Et je trouvais des filles pour elle, pour ces castings de pub. Et petit à petit, elle me faisait travailler comme régisseur et autres. D'accord. Et ça, c'était à Dakar? C'était à Dakar. Okay. Tout était à Dakar. Et puis après, j'ai été pris comme régisseur général au festival du Tunk à Saint-Louis, qui était le festival, la rencontre, le marché, parce qu'il y avait le marché Louma et le Tunk qui faisaient réunir à Saint-Louis tout le gratin du cinéma. Et donc j'étais régisseur et là je suis parti, étant juriste de formation, je savais pas quoi faire. Quand j'ai vu ce milieu-là, j'ai compris qu'il fallait que je fasse de la production.
C'est quelque chose ça t'a plu, quoi, tout de suite? Ça m'a plu. En fait, je me suis trouvé. Je me cherchais pendant toutes ces années-là, comme comédien, comme technicien. Mais là, quand j'ai vu ces producteurs qui parlaient à leurs auteurs, etc., j'ai su que c'est ça que je voulais faire. Et je suis parti étudier 1 année en France pour revenir de plus belle. Donc, tu voulais être dans ce milieu artistique de création, mais tu voulais aussi avoir le côté peut-être argent, gestion, c'est ça? Oui, en fait, de prime abord, c'est ce qui m'intéressait parce que moi, j'ai fait une formation de production documentaire. C'est pas les plus riches. Donc, c'était pas forcément argent, mais c'était le fait de pouvoir être au début du process jusqu'au bout. C'est ça qui m'intéressait. Parce que ça, c'était vraiment de la création. J'étais pas juste un simple réalisateur. Pour moi, parce que je les appelle, c'est mes pendants, donc je les taquine. Je suis pas un simple réalisateur qui a une idée. Et donc, il vient chercher des producteurs. Après, il fait son film, il a fini. Il voyage avec son film, c'est fini. Moi, je dois signer des contrats. Je suis engagé avec des prestataires. Il y a des films, je suis toujours endetté. Il y a des films, je vais gagner de l'argent. Il y a des films, je suis toujours endetté. Donc, c'est vraiment challenging pour moi d'être au début et d'être jusqu'à la fin, la post-prod, devoir faire la circulation, trouver des salles de cinéma, trouver des télés. Il faut que mon film vive, il faut que le film soit vu, parce que sinon, le message qu'on veut porter ne touchera pas les gens, et puis je gagnerai pas ma vie. Donc, c'est ce process d'être au début jusqu'à la fin et devoir travailler avec tous les corps de métier. Tu vois, d'être celui qui les contacte, avec qui je dois négocier, parler art, parler argent. Ça m'a... C'est ton côté hyperactif, si je puis me permettre. C'est mon côté hyperactif et curieux. T'aimes faire plein de choses, t'aimes être sur différents domaines. Faire juste, par exemple, régisseur, ça me plaisait pas. Tu t'ennuies vite, en fait. Oui, toi. Je m'ennuie vite. Ok, très bien. Quelle est l'expérience dans ta carrière qui ne fait que commencer, on va dire, mais quelle est l'expérience la plus marquante pour toi? Alors, figure-toi que c'est maintenant, parce que je coproduis le film de Claire Denis, qui est une grande réalisatrice française qui a 79 ans. On vient de finir le tournage il y a une quinzaine de jours. Quel est le titre du film? Ça s'appelle The Fence. Okay. Donc, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre de Bernard-Marie Coltès, Combat de nègres et de chiens, donc qu'elle a adapté au cinéma. Et on devait tourner. Et au contact de cette femme-là, j'ai dépassé des limites que je savais pas que j'avais. Humaine, professionnelle, artistique, parce que c'est une personne qui a travaillé avec des très grands producteurs et des très grands techniciens, qui est très exigeante et qui est des fois très dure, mais aussi qui partage beaucoup. Donc, ces quelques semaines de tournage, j'ai grandi. Okay. J'ai compris que, en fait, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. À son contact, j'ai compris. Et voilà, en plus, ça m'a poussé à réfléchir à beaucoup d'autres choses. Ouais, mais dis-nous un peu plus. Alors, j'aimerais bien savoir justement quelles sont les choses les réflexions que tu as pu avoir. Les réflexions, c'est quel genre de film je voulais produire. J'aime les films d'auteur, mais je trouve que c'est des films qui sont loin un peu du public. Quand j'ai fait Banela Adama, ça a marché au Fouta, parce qu'on parle Peul. C'est touchant, l'histoire est jolie, mais les Sénégalais, c'est pas un vrai film populaire pour eux. Oui. Ils sont pas très touchés. Finalement, quel genre de film on fait? Ces genres de films marchaient beaucoup, les films d'auteur, parce qu'on n'avait plus de salles de cinéma pendant plus d'une décennie. Je pense 20 ans, 25 ans, il n'y avait plus de salles de cinéma. Donc, les films qu'on faisait, c'était pour les autres. Ouais. C'était pour les festivals, les trucs. Et donc, ils avaient un genre de film qu'ils aimaient. Et donc, on a été formés pour faire des films comme ça. Mais finalement, ça nous éloigne un peu de notre public, qui est le public sénégalais, parce que moi, je veux que mes films touchent d'abord les Sénégalais avant de toucher les autres. D'accord. Et donc, les films Claire Denis m'a un peu... J'ai compris qu'il fallait que je commence à faire des films populaires, dans le sens noble du terme. Oui. Des films qui ont un potentiel de toucher un large public. Large public. Mais des films... tu sais, avant, il y avait les théâtres ici. Ouais. Il n'y en a plus. Après, c'était des ciné-co-télévision. Maintenant, on peut faire des films comme ça, comme au Hollywood, avec peut-être plus de qualité, les sortir en salle, les sortir à la télé. Et puis voilà. Comme ça, tu vois, et on va aider un peu l'industrie cinématographique à exister. On va faire sortir des talents. Donc, moi, là, l'axe que j'avais pris, faire que des films d'auteur, ça a beaucoup changé. Mais déjà, avec Dent pour Dent, oui. C'était déjà différent. C'était différent, mais c'était hybride. C'était quand même un film populaire,
surtout sur certaines séquences et dans le dialogue, dans le propos. Oui. Mais avec le réalisateur, il a quand même un regard artistique qui était très profond. On va le Donc, citer, c'est Otis... Otis Mamadou Otisba, Voilà. qui est génial. Et donc, lui, son film, c'est un film populaire, mais c'est un film d'auteur. Parce que qu'est-ce qui te le prouve? Le film a marché en salle, mais aussi ça a marché dans les festivals. On a fait New York Film Festival, on a fait le FESPACO, on a fait beaucoup de festivals Donc, qui sont catégorisés films d'auteur. Donc ça veut dire que si un film est un bon film à succès, il marchera pas dans les festivals, c'est ça que En fait, le truc, c'est que, tu sais, dans les festivals qui existent, il faut connaître un peu la genèse de la mise en place de ces festivals-là. C'était des festivals qu'on a mis en place pour mettre en lumière les films qui n'avaient pas les moyens d'avoir cette lumière-là. D'accord. Donc, tous les gros budgets et tout, ils n'ont pas besoin d'argent. Ils font leur com, etc. Ils ont c'est des grandes affiches, des grands acteurs. Tout le monde va y aller. Les gens, donc, mais les petits films indépendants, films d'auteur comme ça, ils n'avaient pas de visibilité ni de moyens. Donc, ces festivals existent pour les mettre en lumière. D'accord. Okay. Donc, ils sont contre les films grand public entertainment. Ils sont contre parce qu'ils se disent, eux, ils ont déjà... Regarde les films américains. Quand un film américain sort ici, on n'a même pas besoin de casting, tu vois, Brad Pitt, tu fais, hey, quand on va voir le prochain de Brad Pitt? Mais si c'est un film avec des acteurs non professionnels qu'on teste pour la première fois, c'est un beau film, il a beau faire des grands festivals, les gens, ils connaissent pas les acteurs, il t'a beau faire de la com tu vois, offensive, ça marche pas forcément. Marche pas, Donc, cette expérience avec Clair de Nuit, c'est comme si ça t'a ouvert une nouvelle porte de perspectives et de possibilités en tant que producteur. Oui, en fait, ça a matérialisé une évidence parce que je commençais à réfléchir déjà au genre de film que je voulais faire. Mais c'était encore, dans une réflexion profonde. Mais avec Claire, on en a parlé. Mais j'ai parlé avec elle. Et donc, les retours qu'elle m'a fait, je me suis dit, elle a 79 ans, c'est pas rien, en fait. C'est pas pour rien. Parce qu'elle m'a donné des réponses que je n'arrivais pas à trouver juste autour d'un café au déjeuner qu'on avait. D'accord. Et c'était une révélation pour moi. Je me dis, oui, en effet, pourquoi on fait nos films? Moi, je fais pas des films juste pour les mettre dans les tiroirs. Je fais des films. Il faut que les films soient du divertissement. Il faut que ces films aussi aient une position politique. Il faut que ça puisse toucher, il faut après chaque film, qu'on sente une transformation sociale. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, si on fait des films que les Sénégalais ne regardent pas, j'atteindrai pas mon but. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, il faut vraiment revoir pourquoi je fais ces films-là. Et moi, j'ai envie quand même de pouvoir dire, j'ai fait des films qui ont affecté les gens, qui les ont touchés. Les gens sont partis regarder, ils ont aimé. J'ai envie de faire rire les gens, les faire pleurer, mais après tout ça, qu'ils sortent en étant touchés par la grâce, entre guillemets. Voilà. Est-ce qu'il y a des messages particuliers que tu as envie de faire passer à travers des films? Oui, moi, j'ai grandi dans une famille où j'ai que des sœurs. Donc, c'est une fratrie de 5, hein? Ouais. Moi, mes sœurs, ils disent sororité ou sorori. Parce qu'ils disent que je suis le sexe faible. Si je suis seul, elles sont 4. Donc, c'est pas une fratrie, c'est une sorori. C'est une sorori, tu vois. Et moi, je joue, hein, c'est pas grave. ça me convient. Elles ont raison. Et donc, du coup, moi, récemment, je produis beaucoup de femmes. Parce que pour moi, on a assez à raconter les histoires de femmes. C'est raconté par des hommes. Et je trouve qu'il n'y a pas plus légitime que les femmes pour raconter leurs histoires, ou raconter des histoires aussi. Ça peut être des histoires d'hommes aussi, mais le point de vue de femmes sur la société, ça m'intéresse, ça me touche, parce que j'ai vu mes sœurs porter des combats, etc., où j'étais impuissant et autres. Donc je me dis que c'est un moyen de mon côté de participer un peu à leur combat, et aussi, finalement, c'est les plus talentueuses, d'après mes expériences. C'est toi qui le dis. Ah, mais écoute, moi, les 2 films que je t'ai cités qui m'ont permis de prendre la lumière, d'être considéré comme un grand producteur, c'est Banele Adama et Sira de Apolline Traoré, Banele Adam de Ramatoulaye. C'est 2 femmes. Grâce à elles, on parle de moi comme si j'étais un grand producteur. C'est pas mes gars là. C'est pas Yorombaï, c'est pas Otis, c'est pas tous mes amis. Mes amis, ils sont très forts. Mais c'est pas eux. Moi, de ce que j'ai vu de Ramata Toulaïsi, elle a l'air d'être très, très talentueuse. Oui, elle est très talentueuse. C'est déjà une scénariste de talent qui écrit très bien. Quand tu lis Banele Adama, t'es forcément touché
par ses mots, par la poésie de ses mots. T'as envie d'en savoir plus, Moi, quand j'ai commencé à lire son scénario, je l'ai terminé d'une traite. Comme ça. C'était quoi, 95 pages ou quelque chose comme ça. Je l'ai lu comme ça, j'ai même pas pu décrocher. Parce qu'elle a une facilité à décrire les choses, les objets, les endroits, les lieux, le vent. Ouais. Tu vois, les couleurs, c'est extraordinaire. Elle crée tout un univers avec les émotions, les couleurs. Elle est vraiment douée. Et puis, c'est quelqu'un qui est très cultivé, qui a une culture occidentale et une culture africaine, vraiment. Et donc, qui s'en nourrit pour faire ce qu'elle fait. Oui, en effet, Apolline Traoré aussi, pareil. Apolline, elle coproduit. Elle dirige ses cadres, elle fait la lumière, elle fait tout. Wow. C'est elle qui dicte ce qu'elle veut. C'est une... Comment on appelle les gens qui dirigent des orchestres? Ah oui, un chef d'orchestre. Chef d'orchestre. Ouais. Apolline, c'est chef d'orchestre. D'accord. Parce que pendant le tournage de Sierra, elle était coproductrice, mais productrice exécutive aussi. En même temps. C'est elle qui gérait l'argent, qui gérait les choses, elle montait les dunes, elle gérait son équipe. Et donc, du coup, elle peut être fière de son film. Parce qu'elle s'est battue du début jusqu'à la fin. Ouais. Quand on retourne donc au début, quand tu décides d'embrasser cette carrière-là de producteur, comment ça se passe au début en fait? Parce que tu connais pas grand monde. Oui, je connaissais les gens du documentaire quand même. Oui. Parce que vu que je travaillais un peu au Tunk, j'ai rencontré à gauche à droite tous mes amis avec qui j'ai travaillé. Oumar Ba, d'ailleurs j'ai produit son film Goufdé. Anjo Brigo que j'ai rencontré, j'ai produit son film Grand Place. Tous ces gens-là, je les ai rencontrés là-bas. Et quand je suis arrivé, ils m'ont attendu parce qu'ils savaient que j'étais parti me former. Parce que j'ai toujours dit, on peut apprendre dans le tas, c'est bien. Mais à un moment, il y a des limites. Moi, je voulais vraiment me former parce que je voulais pas rentrer dans un truc où voilà, cafouiller, quoi. Tu te débrouilles et tout ça. Je me débrouille. Donc, j'ai voulu apprendre et je suis content de l'avoir fait parce que ça m'a permis de pouvoir monter vraiment des projets solides. Et quand je suis venu, par contre, j'ai galéré. Parce que moi, j'ai une tête de bébé. Maintenant, moins quand même, parce qu'il y a les cheveux blancs qui sont sortis. Quand tu touches la quarantaine, tu peux plus te cacher. Mais, imagine en 2012, il y avait un baby face. Quand je parlais, on me disait c'est qui lui? Et puis, c'est le milieu de la fiction qui déterminait un peu les gens qui étaient légitimes. Et j'avais pas fait de la fiction. Et donc, du coup, j'ai galéré beaucoup. À un moment même, j'ai pensé repartir en France. Tellement c'était dur. Toutes mes économies étaient passées. Wow. Oui, parce qu'on peut perdre de l'argent sur un film facilement. On peut perdre de l'argent. Et puis, je trouvais pas de financement parce qu'ils me connaissaient pas, parce que j'étais trop jeune. Parce que. Ouais. Jusqu'au moment où un Américain qui devait venir tourner, c'était Europe or Die, qui devait faire un film ici et qui cherchait un producteur qui parle anglais. Bon, Angèle parle anglais, Ouma parle anglais, mais je pense que je sais pas pourquoi. Le courant n'est pas passé. Il est parti à New York dans une expo. Il a rencontré ma tante, une jeune tante, Delphine Diao Diallo, qui est une artiste peintre, etc., qui est extraordinaire. Et il lui a dit, je suis venu parce que j'ai vu que vous étiez sénégalaise aussi, franco-sénégalaise, mais je voulais faire un film au Sénégal, mais elle lui dit, mais il y a mon neveu, c'est un producteur, qu'est-ce que tu fais? Attends, on l'appelle, Delphine m'appelle. C'était sur Viber, je pense. À l'époque, je décroche. Elle me fait, Souleymane, rassure-moi, tu parles anglais. J'ai fait, bon, je me débrouille. Il me dit, je suis avec un producteur, il cherche un producteur au Sénégal pour tourner pendant longtemps. Je parle avec le gars et le gars, il vient avec un gros projet. Wow. Pendant 6 mois, j'ai travaillé avec lui et je me suis fait des sous. Et j'ai respiré, quoi. J'ai eu un projet sur 6 mois où je payais les équipes, je me payais et puis le mec, il me faisait confiance. Donc, ça s'est bien passé. Et j'avais de quoi maintenant faire vivre la boîte. À partir de ce moment-là, ça c'était en 2014. Donc de 2012 à 2014, vraiment j'étais un miskin, quoi. Okay. J'étais vraiment un pauvre producteur qui savait pas quoi faire. Et mon père me riait au nez en disant tu laisses le droit pour aller... Oui, parce que t'es juriste de formation. Juriste de formation. Ensuite, t'es allé faire juste 1 an en France. 1 an en France, un master pro de production documentaire. Donc, quand tu disais « je retourne en France », c'est parce que t'as fait 1 an là-bas. Et c'est vrai que t'as eu une expérience. Ouais. J'ai travaillé. En fait, j'ai fait 1 an et 6 mois. OK. Donc, les 6 mois, c'était travailler. D'accord. Il y avait l'aspect théorique et pratique. Ouais. Où vraiment, t'as été jeté dans le bain de la production. Et là, t'as vraiment fait tes preuves. Oui, mais quand j'ai fini, j'ai travaillé dans une boîte de distribution
documentaire qui s'appelait Andana Film. Ok. Et puis aussi dans une boîte à Marseille qui s'appelait Les Films du Tambour de Soie. Et donc j'ai travaillé un peu, mais c'était tu vois, là, sur Andana, c'était 6 mois, sur Fait, c'était 9 mois, 3 mois. Mais ça m'a permis de me dire, voilà, je suis prêt. J'ai vu un peu l'univers des boîtes. En dehors de mon expérience sur le terrain, je vais voir comment une boîte fonctionnait, comment fallait accompagner les projets, quels sont les guichets auxquels on peut être éligible pour chercher l'argent. Et je suis venu me jeter, autant il y avait pas le FOPICA, vraiment. Oui, il n'y avait pas le fonds. Le FOPICA, c'est le fonds de production. De promotion des industries culturelles et cinématographiques. Merci. Et donc, il n'y avait pas le FOPICA. Et il n'y avait pas non plus les autres fonds. Il n'y avait que l'OIF qui existait. Ouais. Donc, si tu n'as pas l'OIF, vas-y, dois dormir. Mais tu as quand même décidé donc de venir te jeter dans ce milieu-là. Oui. Au Sénégal. Au Sénégal. À l'époque, il n'y avait vraiment pas beaucoup de producteurs. Oui, Angèle commençait. Angèle avait sa boîte de prod. Elle commençait à se jeter. J'étais fier parce que pendant ma formation en France, elle était une des intervenantes. Elle est venue faire 3 jours pour nous parler de ses expériences. Ah oui. Donc, ça m'a plu de se dire, écoute, je vois des producteurs qui sont reconnus en dehors du Sénégal. Donc, voilà, ça peut marcher. Ouais. Et il y avait Oumar Sall qui commençait. Vraiment, parce que quand il venait de lancer sa boîte aussi. Ouais. Et donc, moi, j'étais... eux, ils existaient déjà, mais ils prenaient un peu leur envol, en fait. D'accord. Et maintenant, j'ai eu la chance de rencontrer Abdullah Hadouane. Oui. Alors là, on va parler. Vas-y. Abdullah Hadouane, c'était une bouffée d'oxygène pour moi, humainement et professionnellement, parce que c'est un nounours. Et très gentil. Au début, on l'a contacté pour faire des pubs et autres. Mais il savait pas comment gérer. Lui, c'est un monteur de trucs, mais il avait sa boîte. Il est très bon en étalonnage aussi. Et en étalonnage, c'était un monteur, mais là, c'est l'étalonneur du Sénégal. Exactement. Et il me dit, Souleymane, écoute, là, moi, j'ai ma boîte de prod, mais je suis pas producteur. Il faut que tu travailles avec moi. Et donc, il a fait de moi son producteur. Et donc, il prenait des projets, il me les confiait. Donc, il me confiait des pubs, des films institutionnels. Et Dérapage, il avait déjà fait la première saison. Donc, la série Dérapage. La série Dérapage. C'était en quelle année, ça? Ouf. Je pense que lui, il a fait Dérapage, 2014, la première saison. Mais avant ça, il y avait Tundu Undu, non? Non, je voulais dire Tundu Undu. Okay. Je parle de Dérapage, je voulais dire Tundu Undu. Il avait fait la première saison de Tundu Undu avec ses moyens. Et là, il m'a dit, moi, je peux pas m'en sortir comme ça. Il me faut un producteur avec moi qui va aller m'aider pour chercher l'argent, discuter avec les partenaires et être celui qui parle avec les techniciens. Et donc, moi, il voulait plus parler. Il voulait se concentrer à la mise en scène. Ouais. Et aussi au cadrage, parce qu'il cadrait aussi en même temps. Et donc, moi, j'étais content parce que quelqu'un me faisait confiance pour la fiction, même si c'était la série. Et ça s'est très bien passé parce qu'on a fait la saison 2. On a eu des galères quand même, mais on est fiers parce que c'était la première année en 2017 que le FESPACO avait une section meilleure série au FESPACO. Okay. Et donc, le Tundu Undu saison 2 était sélectionné. On a eu la meilleure série africaine au FESPACO, quoi. Donc, ça a donné de la lumière à Abdullah Hadouane et à moi parce que c'était au même moment où il y avait Alain Gomis qui avait, avec Félicité, son prix. Ousmane William Bay qui avait Came to You un prix. Donc, on est revenu au Sénégal avec des prix. Et on a été, plébiscité par rapport à l'État, au président pour être appuyé et tout. Et on a lancé Dérapage après. Pourquoi est-ce que tu n'as pas continué dans les séries? Parce que ça me plaît pas. Pourquoi? Parce que c'est une économie rapide, il faut faire les choses vite, rapidement. Pas nécessairement. Oui, mais la création, si tu travailles avec des chaînes, parce qu'en fait là, on n'a pas encore une industrie qui peut permettre aux séries, sauf les gens de Marodi, une production locale, tu fais avec les moyens, mais si tu fais une production internationale, il faut que tu travailles avec les chaînes de télé. Oui. C'est Canal, les TV5 ou autres. Et on t'impose un peu un regard, une vision, et ça me bride. Ça me bride parce que des fois, vous n'avez pas la même vision, etc. Mais c'est qui te donne l'argent, il te dicte aussi où aller. Ouais. Et puis, voilà, quoi. C'est cette partie. Moi, tous les projets que je veux faire, il faut que ça me plaise. Mais tu n'exclus pas de faire des séries dans le futur? Non, j'ai fait des séries, là. Récemment, j'ai fait No Blabla. Oh, ok, je savais pas. J'ai fait No Blabla avec Issaka Saodogo, que j'ai coproduit. Et c'était à Dakar Série. Okay. C'est diffusé jusqu'à maintenant sur TV5 Monde. Je produis une autre série, mais en fait, c'est vraiment des coups de cœur. Ouais. Et je prends le temps de les faire sans qu'on me mette de la pression. Toi, tu fonctionnes vraiment au feeling? C'est comme ça que tu choisis tes projets? Oui. Je produis coup de cœur parce que déjà, je peux tomber sur un projet
coup de cœur, mais j'ai pas de coup de cœur avec l'auteur. Je le prends pas. Parce que pour moi, c'est une relation. En fait, quand tu décides de produire un film, c'est un mariage. Tu vas travailler avec la personne pendant 2, 3, 4 ans avec la personne pour développer, etc. Si le courant ne passe pas, si vous n'avez pas une alchimie, ça va être une torture. Donc, 3, 4 ans, oui. Un projet ça peut prendre 2 ans. Moi, j'ai fait des films qui ont fait 2 ans, d'autres 3 ans, d'autres 4 ans. Ça dépend des projets. Mais quoi qu'il en soit, c'est plusieurs années. Parce que même si le film est fait en 2 ans, vous allez avoir 1 an de distribution où le film va voyager, représenter le pays, aller dans les salles, dans les festivals, où vous allez travailler ensemble. Donc, moi, le feeling est important. Donc, je peux laisser tomber un beau projet parce que je m'entends pas. Mais je peux avoir un projet moyen, mais l'auteur, je sens qu'il y a du feeling, il a du potentiel et du talent. On va prendre le projet moyen pour en faire un beau projet. Donc, en effet. Qu'est-ce qui fait qu'un scénario peut réussir, selon toi? Est-ce que tu as déterminé des critères qui font que, oui, ça, je sais, ça va marcher? Moi, je pense que oui, il faut avoir du flair, naturellement. Je pense que je commence à développer mon flair parce que je commence à comprendre un peu le marché. Ce qui peut marcher en salle, ce qui peut marcher en festival. Je commence à nourrir ce flair-là. Quand tu dis ce qui peut marcher en salle, tu penses aux salles africaines, aux salles partout, à l'international? toutes les salles. Ok. Parce que il y a des films, si tu es un film africain qui sort dans les salles en Europe, c'est déjà compliqué d'exister dans ces salles-là. Mais malheureusement, eux, ils aiment beaucoup les films afro-pessimistes. Oui. Tu vois, si c'est des films où on donne à une femme un rôle d'héroïne, etc. Pour eux, c'est pas réaliste. Parce que c'est un peu notre faute aussi. Qu'est-ce qu'on projette? L'imaginaire. Quel genre de film on projette? Donc, l'imaginaire un peu des Européens, c'est un peu une Afrique misérable, fatiguée, pauvre, etc. Et c'est l'image qu'on projette dans certains films. Et même, il faut qu'on change cet imaginaire-là. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure quel genre de film je veux faire. Et j'avais pas fini de répondre à la question qu'est-ce que je voulais, en dehors de mettre les femmes en avant, c'est aussi faire des films qui changent l'imaginaire de l'Afrique. Des films qui montrent une image de l'Afrique forte, d'une Afrique forte, puissante, avec une jeunesse talentueuse, etc. Donc on a beaucoup de sujets à traiter, mais j'ai envie de faire des films qui traitent qui montre une Afrique forte, pas une Afrique faible. Si je te donnais une baguette magique aujourd'hui pour changer quelque chose dans l'industrie du cinéma africaine, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que je mettrais en place? Parce qu'il y a beaucoup de choses déjà qui n'existent pas. Ce que je changerais, c'est un peu la mentalité de défaitiste qu'on a. À chaque fois qu'il y a une initiative, on dit... Quand tu dis qu'on a, c'est qui? C'est tout le monde. Parce que pourquoi je dis ça? Toi aussi, ne dis pas ça. Non, c'est pour ça que j'ai dit de changer la mentalité. Moi, j'ai commencé à aller dans ce sens-là avec beaucoup de gens. Ce que je dis là, c'est une mentalité. Par exemple, quand tu veux créer une association, tu dis, tu vas te fatiguer. Les gens vont te mettre des bâtons dans les roues. Ça va pas marcher, te prends pas la tête. Tu vois? Quand tu vas aller faire un projet ambitieux, on va dire, ouh là, c'est trop cher, c'est trop ambitieux. Moi, je te propose de faire un petit projet. Cette mentalité-là, c'est ça que je voudrais. Parce que pour moi, tout est une question de mindset. Si on change la mentalité, on fait tomber les barrières. Et quand on fait tomber les barrières, pour moi, il y a plus de limites. Tout est possible. Tout est possible. D'accord. Donc, c'est changer les mentalités. Ouais. OK. Deuxième baguette magique. Deuxième baguette magique, c'est trouver l'argent. Mettre au fond le CNC qui existe avec de la billetterie, de l'argent pour que une industrie puisse exister. Il faut des financements solides. Il faut plus de financement. Le FOPICA, ça suffit pas. Le FOPICA, je pense que c'est 150 millions maximum par projet. Moi, j'ai jamais eu plus de 100 millions, moi. D'accord. Mais c'est un fonds de dignité qui nous permet d'aller compléter nos financements ailleurs. Oui, voilà. C'est très bien. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas se limiter qu'à des fonds publics. Toute industrie qui marche, il faut qu'il y ait des fonds privés, des investisseurs qui viennent. Mais pour qu'ils viennent, il faut qu'ils soient rassurés du potentiel rentable parce que c'est des businessmen du film. Et donc, du coup, on ne peut pas se limiter à faire que des films d'auteur. Il faut qu'on fasse aussi d'autres genres de films. On peut avoir différents formats. C'est là où toi, tu peux faire ton film d'auteur. Moi, je fais un film commercial. Voilà, c'est ça une industrie. J'ai l'impression que tu nous prépares des choses, toi. Hein? Oui. mais attends. Oumar Sall de Cinécap et Angèle Diamant l'ont déjà commencé avec Timpi Tampa, les 2 films et une si longue lettre qui étaient au FESPACO. C'est des films, moi je suis convaincu avec le flair que j'ai que ça va marcher en salle et ça va pas marcher qu'au Sénégal. Parce que Timpi Tampa c'est un film de dingue.
C'est un film beau, drôle, et tu ne pas, ça a un lien avec, tu vois, les gens qui font pas confiance à leur teint, à la beauté, etc. Et c'est un jeune garçon qui décide, parce qu'il y avait un concours de beauté, il y avait toujours les filles claires qui gagnaient. Lui, il a essayé d'inciter les femmes de teint foncé, etc. à y aller, et personne n'y croyait. Elle a décidé de se déguiser en femme et de participer à ce concours-là et d'amener ses amis pour y aller. Et donc, c'est un garçon qui se dévie, tu vois, et c'est drôle, c'est frais, à la fin, tu en sors, tu te dis, OK, j'apprends quelque chose, c'est très intéressant. Et Une si longue lettre, c'est un film, l'adaptation du film de Maria Amaba, mais c'est un film populaire. Tu vois, et donc, moi, je pense qu'ils ont déjà commencé à faire des films qui vont intéresser les gens. Donc, quand tu disais ce flair-là, c'est quand justement il y a un message qui passe, mais en même temps de l'émotion, que ce soit le rire, que ce soit... C'est ça que tu disais? C'est ça, en fait, c'est juste essayer de ne pas juste montrer la fatalité, montrer les choses comme ça et nous laisser comme ça. Il faut que le cinéma soit du divertissement. Parce qu'en fait, finalement, moi, je suis un cinéphile, je suis un passionné. Je peux prendre mon argent pour aller voir un film dur. Mais le Sénégalais lambda, quand il met ses 5 000 ou ses 2 000 là, c'est pas pour aller sortir. Non. Il a envie de regarder. Il faut que les messages passent, mais dans une ambiance, tu vois, agréable. En fait. Ouais, émotion positive, etc. Expérience. Il faut qu'on y arrive. Quand tu regardes des films, moi, quand je vois Doberman, le film qui était en France, le film, il me choque, il me touche, mais tu as envie de regarder le film. C'est un film, tu vois, avec de la violence, mais traité d'une manière où tu fuis pas. Ouais. Moi, ce que j'aime quand je vais au cinéma, c'est de sortir de la salle et effectivement, il y a quelque chose qui a changé. Il y a une réflexion. Oui. Je reste avec le film pendant 2 jours, 3 jours, je réfléchis, tu vois. Exactement. Moi, j'aime ça. Moi, mais des fois, tu regardes des films ici où c'est tellement dans la subtilité qu'il y a que les vaccinés qui peuvent comprendre. C'est un peu trop pointu. Oui, c'est un peu trop pointu. Mais ça, c'est les films de festival. C'est pour ça que je dis. Parce que tu sais que dans les festivals, les jurys, ils sont comme ça. Ouais. C'est ce qu'ils veulent, en fait. C'est ce qu'ils veulent. Si c'est pas ça, ils se disent c'est pas assez recherché. Ouais. Mais quand tu mets le film, je dis pas que le public sénégalais n'est pas averti. Quand on voit l'histoire du cinéma, en tout cas, quand tu vois les films noirs américains, les films comiques français, les films même classiques français, les Sénégalais regardaient ça depuis très longtemps. Depuis pendant plus de, 50 ans, on avait des salles de cinéma où les gens allaient voir des films qui venaient de partout dans le monde. Ouais. Donc les gens sont cultivés. Même dans les télés, on regarde. Mais c'est juste que j'ai compris que les films d'auteur n'intéressent pas vraiment parce que les gens, ils viennent, la manière de traiter ne reflète pas nos réalités. Parce qu'il y a une réalité culturelle et culturelle même par rapport à comment on fait nos films. Et ces gens ne sont pas vraiment touchés parce que c'est une patte qui n'est pas sénégalaise, qui n'est pas africaine. C'est une patte dans le traitement qui est importée. Ouais. Et donc, tu peux importer, mais adapter. Mais on ne l'adapte pas. Donc, du coup, les gens, quand ils le regardent, ils ne se sentent pas concernés. Et quand tu fais un film, tu mélanges un peu les trucs et tu trouves les codes. Moi, quand je parle de code cinématographique, quand tu mets un film africain en France, souvent, ils ne comprennent pas. Ils disent, ouais, mais j'ai pas compris. Et, en fait, ils font pas cet effort-là de s'adapter. Nous, on peut regarder des films indiens, hindous, chinois, nigériens, coréens, américains, on comprend. Moi, ma grand-mère regardait des séries, les séries telenovelas là. Elle parle pas français, elle n'a pas été à l'école. Elle t'explique, elle comprend tout. Parce qu'en fait, c'était des codes universels qui n'ont pas besoin de langue. Mais maintenant, nous, en fait, les Européens, ils veulent forcément qu'on fasse des choses par rapport à leur code. Parce que c'est comme si eux, c'était le centre de la Terre. Ouais. Ousmane Sembène le disait, il disait qu'il ne veut pas plaire forcément aux Français. S'ils n'aiment pas ses films, ce n'est pas un problème pour lui. Mais que ça plaise aux Africains. Et moi, pour moi, c'est de ça qu'il s'agit. Comment rendre nos codes universels? Comment faire des films qui vont non seulement intéresser nos populations, mais pouvoir impacter les autres en les éduquant avec nos codes. Parce que souvent, on essaie de faire tout pour qu'ils nous comprennent. Mais il faut qu'ils s'adaptent eux. C'est à eux aussi de faire le pas. Voilà, ils doivent faire le pas là, mais il faut qu'on leur propose aussi qu'on leur donne des propositions intéressantes, riches, avec beaucoup d'authenticité. Parce qu'on a tellement de sujets. Moi, quand je regarde les films des Vikings,
Nous, on connaît l'histoire des Vikings, leur dieu. Mais c'est vrai, on connaît les histoires des chrétiens, des catholiques, des musulmans, mais l'histoire des Africains, les Sérères, ils ont Roxen, ils ont les Pangols. Tu vois, on a chez les Diola, on a des trucs, on a tellement de choses à faire, tellement bien pour revaloriser notre histoire. Parce qu'il faut que les gens soient fiers de leur histoire pour pouvoir raconter d'autres histoires. C'est pour ça, à chaque fois, tu vois les films que je vois, c'est des films d'identité. En Afrique, on fait beaucoup de films documentaires. Mon identité. Ils cherchent leur identité parce qu'on se cherche. Parce qu'on a tellement bafoué notre histoire, nos trucs, on l'a balayé que finalement, on apprend l'histoire des autres, on relègue un peu les histoires, nos propres histoires. Je pense qu'il faut qu'on remette en avant les histoires sénégalaises, africaines au devant de la scène pour que les Africains continuent à être fiers de qui ils sont, sachent qu'ils sont des êtres à part entière qui viennent de quelque part. Parce que sinon, là, je te promets, l'aliénation là, culturelle, elle est encore là. Moi, chez moi, quand je rentre le soir, mon fils, il regarde des trucs sur YouTube, mais contenu européen. Moi, ma femme, elle regarde TF1. Tu vois, les émissions de TF1, parce qu'on est un peu français. Bah oui. On n'est pas, parce qu'en fait, le travail, le mal est profond. Il faut qu'on travaille. C'est pour ça que je suis content que tu fasses, toi, des émissions, des podcasts. Il faut qu'on fasse des contenus propres à nous et qu'on propose aux chaînes de télé, etc., pour que les gens reprennent goût à regarder nos programmes. Tu vois, comme ça, on peut mettre des contenus intéressants. Les films d'animation, par exemple. Qu'est-ce qui empêche Fatima Bathily, qui a eu le prix du meilleur film d'animation au FESPACO? Mais il faut qu'on l'aide à faire des contenus pour nos enfants, qu'on propose sur YouTube. Il y en a tellement besoin. Tellement besoin. Il faut qu'on fasse des films pour enfants. On ne fait pas. Nos enfants, là, quand ils vont aller au cinéma, ils regardent que les films Roi Lion, Simba, etc. Parce qu'on leur propose La rien. petite sirène. Moi, je me rappelle le dessin animé, là, Samba et Luc. J'ai adoré ça. Mais bien sûr, on a tous adoré. Tu vois, il y avait même Kirikou, même si c'était fait par des Français, mais c'est marrant. C'était bien fait. C'était bien fait. Et puis il y avait Youssou N'Dour. Oui, c'était bien fait. Donc voilà, pour moi, il y a tellement de choses qu'on doit faire. Tu vois, et ne plus attendre forcément que ça vienne d'ailleurs. Et pour ça, c'est pour ça que je disais les mentalités. Il faut que quand même cette question de souveraineté qu'on prône depuis ces dernières années en disant il faut qu'on arrête de demander l'argent en France, il faut que nos politiques comprennent un peu les enjeux, comprennent un peu c'est quoi la culture et qu'un pays se développe aussi avec la culture et qu'ils nous mettent des dispositions pour qu'on travaille et pour avoir des investisseurs, etc. Et ça, c'est un chemin. C'est du long terme, mais c'est crucial, c'est essentiel. Le rôle de la culture, ce narratif-là africain, notre histoire. Effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est hyper important. On va parler des festivals, parce que j'ai vu quelques images de toi au FESPACO. Tu as l'air vraiment comme un poisson dans l'eau, tu es heureux comme tout. Tu as été à Cannes en 2023 avec Banale Adama. Donc, j'imagine que tu as été à Berlin aussi. Tu connais ce monde-là. Donc, parle-moi un peu de ces événements du cinéma. Est-ce que c'est le monde formidable qu'on croit? Est-ce que c'est un peu différent? Moi, honnêtement, pour moi, c'est un monde formidable. Moi, tout ce que je fais dans mon métier, je suis un poisson dans l'eau. C'est Stendhal qui disait que la vocation, c'est le plaisir d'avoir pour métier sa passion. Moi, j'ai pour métier ma passion. Et donc, du coup, à chaque fois que je voyage dans les festivals, j'en profite. Je fais des rencontres. Après, je joins l'utile à l'agréable parce que quand même, si tu es un homme averti, un producteur et un homme d'affaires averti, tu comprends que c'est des endroits pour aussi faire du networking, tisser des liens, créer des collaborations. Et je pense que pour ceux qui font ça, c'est un monde agréable. Il y en a qui vont y aller pour découvrir. Parce que c'est aussi du tourisme pour certains. Il y en a qui vont se heurter à la réalité parce qu'ils voient un peu comment ça se fait ailleurs. Et ils comprennent que, tu vois, ils ont encore beaucoup de travail à faire sur eux-mêmes, sur leur carrière, sur leurs films qu'ils font, et aussi sur l'environnement industriel un peu du pays. Donc, pour moi, c'est bien d'y aller. Moi, j'ai fait 53 pays. Et disons, les 40 pays, c'est les festivals. Les 13, c'est moi avec mes délires. Et les autres, c'est, tu vois, partout on t'invite pour des films où il y a les labs. Parce que c'est pas que des films qu'on fait qui sont finis. C'est aussi des projets de films, parce que tu peux aller chercher du financement dans les marchés en développement. Parce que c'est comme ça que je suis parti à
comment on appelle ça, à Moscou, je suis parti à Atlas Workshop, à Nantes, je suis parti au Rwanda, Durban, tous ces pays-là, tu y vas pour aller chercher des partenaires sur un projet que tu développes. D'autres fois, tu y vas parce que tu as un film qui est en compétition. Là, tu as la lumière. Tu es une sorte de vedette parce qu'on t'invite, parce que voilà. Au moins, c'est quand même, ça fait du plaisir, ça fait du bien de savoir que le travail que tu accomplis est reconnu. Ouais. Et apprécié. Et apprécié. Et donc, du coup, là, tu vas même en terrain conquis parce que tous les gens là te connaissent. Quand tu vas voir des producteurs allemands, américains, ils se disent, lui, c'est déjà un producteur, il a fait tel film qui est là. Donc, tu as plus de reconnaissance. C'est crédible. Voilà. Moi, donc, les festivals, maintenant, ça me fatigue même parce que souvent, tu y vas, tu as les protocoles des panels, les trucs. Moi, j'attends juste les 2 jours de marché, là. C'est ça qui m'intéresse. Mais on t'invite dès le départ parce qu'il faut que tu animes un panel, un truc. Ça te prend du temps et tu perds du temps ici parce que tu as beaucoup d'activités. Mais pour moi, c'est quand même indispensable. À un moment donné, si tu vas atteindre un niveau, il faut y aller. Et puis, tu rencontres des gens et tu te nourris de leur expérience. Et tu confrontes un peu tes choix à leurs choix à eux. Et tu te rends compte des fois que tu fais que des bêtises. Des fois, tu te rends compte qu'au fait, tu fais le bon choix sur des choses. C'est vraiment, moi, j'ai pris 10 ans d'expérience rien qu'en allant dans les festivals. Il faut bouger, il faut rencontrer des gens, il faut regarder ce qui se passe. C'est un métier, si tu n'as pas envie de rencontrer des gens, si tu n'es pas ouvert d'esprit, il faut pas le faire. Il y a une collaboration importante. Tu parlais de collaboration, de rencontre, celle avec Omar Sy. J'aimerais que tu nous en parles parce que c'est quand même intéressant déjà. Et puis, vas-y, tu m'as déjà dit un petit peu, mais j'aimerais que tu racontes ça. Omar Sy, j'ai eu la chance de travailler sur un projet de Oxygène de Jérémy Petit. Donc c'était un film, c'était un court-métrage, long-métrage? Oui, mais c'est même pas celui-là. En fait, là, c'était un film avec Pam Bouch, c'était un long-métrage. Ok. Pam Bouch, et qui m'avait pris, parce que je faisais un film avec les Jérémy Petit, là, Ousmane Fall, qui m'avait pris comme régisseur général sur un film qui s'appelait Amine. C'était le film de Philippe Faucon, qui a eu le meilleur César sur son film Fatima. Ok. Et donc, il faisait son 2e film. Et Ousmane Fall, qui voulait vraiment bien gérer, lui qui gérait ses équipes, qui n'avait pas vraiment d'expérience de cinéma, mais de pub et autres, il a été compétent, mais il m'appelle en renfort pour l'aider, comme son régisseur général. Et je fais ce film en même temps. Le film de Yao de Omar Sy était en train d'être préparé. D'accord. Donc, les producteurs viennent sur le plateau et ils voient comment je gère le plateau. Ils disent, c'est qui le régisseur? On leur dit, c'est Souleymane Kébé, parce que vu que je venais du documentaire, je n'étais pas très connu dans la fiction. Il vient me voir pour me dire, moi, je fais un film, j'ai déjà un régisseur général qui s'appelle Draman, je voudrais que tu viennes nous aider comme régisseur adjoint. Moi, je me suis dit dans ma tête, gars, moi, je suis déjà producteur. Les titres là, ça m'intéresse pas. J'ai besoin de l'expérience et je savais qu'il y avait Omar Sy dedans. Okay. Je voulais le mec, je regardais les SAV, les émissions, je regardais ces trucs, Omar et Fred. Et je me suis dit, oui, j'y vais. Là, on est en quelle année? C'était quoi, en 2018 peut-être? 2018, ouais. Donc, c'était vraiment déjà le grand Omar Sy. Oui, c'était Omar Sy quoi. Ouais. Il avait déjà fait Intouchable, je pense. Oui. Tu vois, il avait déjà fait Intouchable. Ah oui. Et donc, j'y vais et je suis régisseur général finalement. Ah bon? Du projet, oui. T'as pris la place? Ouais, moi, je prends la place. Partout où je vais, moi, je prends la place. En fait, je sais pas rester dans mon coin. Ouais. Je peux pas avoir des failles, je peux pas avoir des choses. Je prends des initiatives, etc. Et je travaille, quoi. Ouais, t'es un bon. Oui, machallah. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais sur les choses que je fais, j'essaie de bien faire. Okay. Et donc, on a fait le film. Et à la fin du film, Omar Sy est venu me voir avec Demba Dieye, qui était le premier assistant réalisateur. Il nous a dit, les gars, j'ai beaucoup aimé comment vous travaillez, vous êtes des professionnels. Moi, je veux revenir au Sénégal, créer une boîte de prod. J'aimerais faire ça avec vous deux, si ça vous intéresse. Wow. On était très contents, mais avec Demba, on en avait fait des plateaux où les gens promettaient monts et merveilles. Après, quand ils rentrent, ils sont happés par leur vie et ils oublient. Mais lui, il est revenu quelques années après et m'a proposé de créer cette boîte-là. Bon, j'avais déjà ma boîte, mais on s'est réunis autour de sa boîte à lui qu'il a créée au Sénégal et ma boîte pour créer une boîte de prod exécutive. Avec laquelle maintenant on a fait son film Tirailleur, avec laquelle j'ai fait Banel et Adama. C'est-à-dire chacun trouve des financements de son côté et quand le film est prêt à être fait, on fait ça en service, en prestation de service dans la boîte qu'on a créée. Donc Assis Productions. Donc ça montre vraiment qu'il veut s'investir en Afrique, faire bouger les choses en Afrique et qu'il est prêt à s'associer aux gens compétents qui sont là. Omar Sy, il le nie pas, c'est un franco-sénégalais, mauritanien même. Oui. Il renie pas ses origines occidentales et donc il en profite. C'est ça qui a fait un peu sa carrière pour un peu
venir un peu participer un peu au développement, en tout cas comme il peut, dans le cinéma africain. Et donc c'est pour ça qu'il participe un peu à beaucoup de choses. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais en tout cas il aide beaucoup de jeunes Sénégalais à mettre en place leurs projets, en les aidant, en faisant un peu du mécénat, ou bien en s'associant avec eux, en les aidant à structurer leur boîte. Donc ça, il le fait depuis quelques années maintenant. Okay. Tu es la preuve vivante qu'on peut vivre et peut-être bien vivre en étant producteur de cinéma en Afrique. Qu'est-ce qui fait selon toi qu'on est un bon producteur? Quelles sont les qualités qu'il faut développer, les compétences et les qualités qu'il faut développer en soi si on est intéressé par ce métier-là pour réussir? Ouais. Moi, je pense qu'en premier lieu, faut avoir un peu de passion quand même, parce que c'est un métier dur, avec beaucoup de bas, que de haut. Moi, j'ai tendance à dire à mes amis, moi, j'ai su beaucoup plus de refus que d'acceptation, etc., sur des demandes de financement et autres. Donc, il faut être vraiment passionné, aimer, et il faut avoir de la rigueur quand même. Parce que on gère de l'argent, on gère des gens, si tu n'es pas rigoureux, tu n'es pas respectueux de ces gens-là, ça va casser à un moment donné. Et il faut avoir du flair, moi, je pense qu'il faut avoir un peu de talent. Parce que quand même, pouvoir accompagner un projet, il faut avoir de la culture générale cinématographique. Ouais. Parce que souvent, quand un auteur me donne un projet, je peux le regarder, je peux avoir des références, je peux avoir des idées, je peux le conseiller à améliorer le projet. Donc, si tu n'as pas un petit peu de talent et de culture, tu peux pas faire ça. Donc, il faut avoir ce petit talent-là, cette rigueur, cette passion-là. Et puis après, je pense que le reste, c'est du relationnel. Ok. Le relationnel, c'est important parce qu'il faut pouvoir... moi, j'ai un carnet d'adresses de dingue, mais que c'est des gens, pas parce que je suis Souleymane Kébé, c'est des gens que j'ai rencontrés, que j'ai beaucoup appréciés, et j'ai cultivé ça. Okay. Il faut cultiver ça parce que finalement, moi, si je veux, par exemple, tourner actuellement au Cameroun, demain, je peux tourner demain. Okay. J'appelle tel gars, j'ai un truc, c'est urgent, ils vont le faire. D'accord. Parce que c'est finalement un réseau concret. Ouais. Donc, et ça, ça joint un peu les festivals où on va, etc. Créer un peu son carnet d'adresses, cultiver ça. Et... Comment tu fais pour l'entretenir? Parce que parfois, c'est tellement facile. Tu vas dans un festival, la semaine d'après, t'es ailleurs. Comment tu fais pour entretenir? C'est dur pour moi parce que, par exemple, moi, j'ai une mauvaise réputation que je suis pas très joignable. Ah. Tu vois? Et c'est un fait. Moi, je l'accepte. J'ai même un auteur qui m'a quitté pour ça. Parce qu'à un moment donné, il était pressé, mais lui, il était pressé. Et il voulait que je sois là. Mais non, c'est pas possible. Donc, je sais que moi, je dois faire ce travail-là. C'est pour ça pourquoi j'en parle. Parce que c'est important quand tu fais ce travail de pouvoir t'organiser pour être joignable quand il le faut. Parce que moi, j'ai pas d'assistant là. C'est pour ça que je suis fatigué. Mais je vais en trouver parce que c'est plus possible. Il faut que j'ai un assistant, une assistante qui m'aide à organiser mes choses et qui peut répondre sur des choses urgentes en attendant que je sois dispo. Comme tu l'as dit, je suis des fois sur plusieurs festivals, je vais dans un autre, ou bien sur plusieurs tournages. Là, je finis le film de Claire Denis, j'ai un court-métrage qu'on prépare. Juste après ça, il y a le festival de Saint-Louis. Après, il y a le festival de Cannes. Après, j'ai un tournage du film de Yorombaï qu'on prépare. Donc, et puis, j'ai ma famille. Oui. J'ai ma vie. T'as une vie, tu vois? Donc, ça fait que c'est très compliqué à gérer. Mais il faut s'engager, il faut faire ce qu'on peut. Si on peut pas, on n'y va pas. Moi, j'ai des auteurs avec qui, maintenant ça va, on trouve des astuces, mais qui m'ont un peu engueulé. Parce que... mais pour qui tu te prends? Non, ils me disent pas ça. Ils me disent, ouais, mais bon, si t'as pas le temps, quoi. Tu nous dis, on va avoir quelqu'un d'autre. Je dis, ouais, non, pardon. Qu'est-ce que tu préfères dans ce métier de producteur et qu'est-ce que tu aimes le moins? Ce que je préfère, moi, il n'y a rien que je n'aime pas dans la production. En fait, ce que je n'aime pas, c'est que quand tu veux vraiment produire à un moment donné, tu vas être fatigué. Tu vas être fatigué parce que tu es très occupé. Tu as beaucoup de projets. Ah oui. C'est le revers de la médaille. C'est le côté que j'aime pas parce que c'est comme le ramadan. Quand tu jeûnes et que tu coupes, tu as tellement envie de tout manger, mais tu ne peux pas. Ton ventre, il te limite. Et moi, c'est mon corps qui me limite et je suis frustré. Parce que j'ai encore des choses que je veux faire et tout. Mais je peux pas. Ouais. Et ça, j'aime pas ça. J'aime pas cette sensation-là de laisser passer des projets, laisser passer des opportunités parce que je peux pas me multiplier ou il faut que je me repose. Tu peux pas faire grandir ton équipe, peut-être? Si, c'est pas, oui, mais même si tu grandis ton équipe,
Il y a des choses, c'est toi qui impulse, t'es obligé. Ouais. Tu vois, c'est ça qui m'énerve dans mon travail. Okay. Mais sinon, moi, que ça soit la partie artistique, accompagnement, que ça soit les négociations de contrats, les gens, ça les dérange, moi, ça me dérange pas. J'aime beaucoup ça. T'aimes beaucoup ça? Parce que pour moi, quelqu'un qui se met devant moi et qui négocie avec moi et qui fait des amendements sur son contrat, c'est quelqu'un qui donne du respect à ce qu'on fait. Parce que c'est quelqu'un qui aime, qui est conscient de ça, qui va vouloir que les choses soient bien formelles, que ça soit bien fait. Ouais. Qui prend la peine de regarder, qui te fait des amendements, etc. Moi, ça me challenge un peu. Ouais. Mais quelqu'un que tu donnes le contrat, ok, il signe. Des fois, tu te dis, est-ce qu'il a vraiment lu? Est-ce que tu me donnes toute ta maison, il va même pas lire. Ouais. Donc, moi, ces parties-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la partie recherche de l'argent. J'aime beaucoup la partie tournage. Parce que c'est vraiment des rapports humains qui se tissent. On devient des familles, une famille même. Et la post-prod, tout cet aspect créatif. Moi, en fait, j'aime tout. J'aime mon boulot. Ouais, j'aime ton taf. J'aime mon taf. Il y a une partie que tu aimes peut-être un peu moins, c'est quand tu dois attendre des heures dans les salles d'attente des ministères. Non, ça, c'est pas dans mon boulot. Ça, c'est pas dans mon boulot. Vas-y, raconte-nous un peu l'anecdote. Je parle un peu, par exemple, notre ancien ministre de la Culture, M. Alusso, qui est un mec très gentil, très intelligent. Ouais. Qui a aussi beaucoup fait quand même pour la culture, nous avait convoqué pour faire une rencontre autour d'une mise en place d'un festival qu'il voulait mettre après le FESPACO. Il s'est dit, il faut que le Sénégal... Il nous a convoqué à 10h ou 9h au Grand Théâtre. Jusqu'à midi, il n'est pas venu. Moi, je me suis levé, je suis parti. Et en partant, j'ai croisé monsieur le ministre et monsieur Germain Colli, directeur de la cinématographie, et Germain me dit, tu vas où? Voici le ministre. J'ai dit, mais moi, je suis pas un chômeur. Je suis un professionnel, j'ai une entreprise. Ce matin, j'ai perdu 3 heures de temps parce que j'attendais quelqu'un, lui, qui travaillait. Et moi, qui m'interdisait de faire mon travail sous prétexte, parce que c'est monsieur le ministre, il fallait l'attendre. Non, pour moi, c'est inadmissible. Il faut respecter les gens, quoi. Et je suis parti. Et donc, et je l'ai refait même avant-hier, ou je sais pas, le vendredi dernier. Madame le ministre qui nous a convoqués et qui a eu 2 heures de retard, et moi, je suis parti. Pour moi, c'est pas dans mon boulot, moi, j'ai jamais demandé une audience à un ministre. Parce que pour moi, mon autorité de tutelle, c'est le directeur de la cinématographie. À lui, je lui demande 20 000 audiences. C'est lui qui te donne des sous. Je le harcèle même, tu vois, pour qu'il me voie, etc. Germain Colli, le pauvre. Tu vois, même Hugues Dias, quand il était là, le pauvre aussi, je le fatiguais. Donc, pour moi, c'est mes interlocuteurs. Monsieur Alusso, je l'ai rencontré quand on a eu la sélection au FESPACO. Il a demandé à nous voir. Ouais. C'est lui qui a demandé et puis il était en retard. Oui. J'ai pas besoin de voir un ministre, sauf si on a besoin que je donne mon avis sur quelque chose, on me convoque. Mais je vais pas aller voir madame le ministre ou monsieur le ministre pour essayer de défendre ma cause. Pour moi, quand je vais y aller, ce sera pour défendre une cause. Faire un plaidoyer pour l'industrie. Pour les corps de métier. Ouais. Mais pour moi, dans mon domaine, j'ai pas besoin qu'un ministre m'aide. Parce que j'ai rien à faire avec eux. Le FOPICA, c'est le fonds du Sénégal. J'ai besoin de ce fonds-là pour pouvoir amorcer des choses, mais j'ai fait des films sans le FOPICA. Je continue à faire des films sans le FOPICA. Si le FOPICA n'existait plus, ce serait dur pour le cinéma. Mais pour moi, personnellement, je continuerai à faire mes films. Ouais, tout à fait. Donc, j'ai pas besoin d'une intervention d'un ministre pour faire mes films. Toutefois, quand on fait notre travail et qu'il est bien, moi, ça me fait plaisir qu'ils reconnaissent le travail qu'on fait. Et c'est ce qu'ils font. Ouais. Et c'est très bien. Et c'est bien aussi qu'ils dictent un peu la politique de notre industrie, qu'ils mettent des choses en place. Et ça, Qu'est-ce qui doit être mis en place si tu devais faire des propositions? Donc, tu as dit plus d'argent, déjà. Oui, mais je pense que déjà, il faut qu'on structure un peu plus le milieu. Il y a les associations qui se mettent en place. Il faut qu'on arrive à avoir un syndicat ou qu'on s'affilie à un syndicat. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Moi, par exemple, quand on crée un ministère de la jeunesse, des sports et de la culture, ça m'offense. Et moi, venant des autorités qui sont jeunes, pour moi, ils auraient compris que la culture, c'est le noyau du développement. Et donc, le fait qu'ils mettent la culture comme une 3e branche, moi, ça m'a offensé. Tu peux écrire, mais ça touche qui? On n'a pas de syndicat pour monter au créneau et exiger un ministère. Donc ça, c'est dans la structuration, parce qu'ils vont faire ce qu'ils vont faire. Ils vont nous écouter, mais on n'a pas encore une force. On n'a pas une seule voix pour parler fort,
qu'on nous écoute collectivement. Ça, on va y arriver. D'accord. Parce que vu que maintenant, il y a l'association des techniciens, l'association des acteurs, l'association des distributeurs et exploitants, l'association des producteurs, le RESPAC, il y a l'association des cinéastes, il faut soit on s'affilie à un syndicat, soit on crée notre syndicat. On pourra faire déjà des propositions factuelles sur des choses, parce que les syndicats peuvent faire ça. Dans un autre terme, il y a des organisations à faire comme le CNC, le cinéma. Le Centre national de cinématographie. Oui, le cinéma a besoin du CNC, le Centre national de cinématographie. Pourquoi? Parce que pour l'instant, le fonds est affilié à l'État, etc. Et puis des fois, le Trésor, il n'y a pas d'argent, etc. Il faut que ça soit autonome et que ce CNC-là puisse générer de l'argent. On a tout ce qui est billetterie, on a de l'argent qui est versé à la SODAV. On a tout ça, on peut créer une industrie. La SODAV, c'est la Société des droits d'auteur. Des droits d'auteur. On peut créer une économie autour de ce CNC-là pour que le CNC soit autonome et que soit ça à terme, qu'on soit plus tributaire de l'appui de l'État. On peut avoir l'État pendant les 5 premières années peut-être pour que l'industrie se mette en place, mais après le CNC doit pouvoir générer ses propres revenus et gérer un peu le cinéma. Ça, c'est dans une mise en place structurelle des choses. Après, il y a beaucoup de choses qui doivent se faire. Tu vois, comment le Sénégal doit continuer à nouer des partenariats avec des pays qui peuvent nous apporter de la plus-value en production. Le Nigeria, il faut que le Sénégal signe des accords de coproduction avec le Nigeria. Quand tu vois, ils sont 200 millions, ils ont une possibilité de sortir des films sénégalais. Et donc, ça fait que on sera obligé de tourner peut-être une partie au Nigeria, peut-être tourner avec des acteurs nigériens, aller chercher ces salles de cinéma-là. En fait, il y a beaucoup de choses. Il faut aussi, dans le court terme, il faut créer des ateliers, des assises un peu, pour un peu créer les conventions collectives. Cette convention collective qui va régir un peu comment le cinéma sénégalais doit fonctionner. Qu'est-ce qui crée ces liens juridiques entre les corps de métier? Tu vois, je donne l'exemple de grille tarifaire. Il n'y a pas de grille tarifaire. La convention collective existe, date de 1960 ou 63. Il faut la dénoncer et puis faire des protocoles d'accord en attendant que la convention collective puisse exister de nouveau. Faire des protocoles d'accord entre les associations de producteurs, par exemple, et de techniciens et de comédiens pour définir des grilles tarifaires. Un protocole d'accord, ça marche légalement en attendant qu'une convention. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre en place structurellement pour pouvoir arriver à une représentativité de notre cinéma, ici et ailleurs, et pouvoir faire sortir des choses de terre. Quand on regarde les chiffres, je pense que la Banque mondiale disait que l'industrie audiovisuelle et cinématographique, c'est un potentiel d'ici 2028 de 20 millions d'emplois et de 20 milliards de recettes. 20 milliards de dollars de recettes. C'est quand même énorme. C'est énorme. Il y avait aussi une étude de PwC qui disait que pour $1 investi dans l'industrie de l'investissement, c'était 9 $ de valeur créée. Donc voilà, je veux dire, c'est un secteur dans lequel il faut investir, qui est rentable si on fait les choses bien. Exactement. Comment est-ce que tu vois l'intelligence artificielle? Comment est-ce qu'elle va venir bouleverser tout ça? Déjà, en développement, ça bouleverse les choses. Parce qu'avant, après, il y a un côté positif, négatif sur ce point, sur certains points. Mais par exemple, nous, quand je développais un projet avec l'auteur, et à un moment donné, il fallait qu'on donne des références, un mood board, pour montrer un peu ce qu'on veut faire, quel environnement. Avec IA, l'intelligence artificielle, tu mets les mots-clés, il te donne l'environnement, le truc, même une vidéo, c'est possible. Et donc, tu peux montrer un peu à quoi ça ressemblerait le film. Des fois, moi, j'aime pas ça. Pourquoi? T'aimes pas quoi? J'aime pas quand qu'on illustre un peu des propos avec l'IA. Pourquoi? Parce que dans notre métier, on vend beaucoup, on joue beaucoup dans l'imaginaire. Tu vois, quand on te dit oui, ce matin, il faisait beau, je suis sorti de ma maison, c'était un peu mouillé, il y avait la rosée qui est tombée, ma voiture était mouillée, j'étais habillé d'une tenue en soie, nanani, nanana. Je suis rentré dans la voiture pour aller acheter à manger, j'ai croisé une dame avec une bassine de fruits et de légumes, etc. Ça, c'est une histoire qu'on peut montrer avec l'intelligence artificielle. Mais quand je te l'écris et que tu le lis, c'est ton imaginaire qui te projette dans ce monde-là. Et il est beaucoup plus féerique que ce qu'on montre. Parce que quand on montre quelque chose, on limite l'imaginaire. Et donc, moi, je préfère montrer des photos existantes un peu, en petit groupe, et laisser l'imaginaire faire le reste. Donc, c'est le seul côté négatif que je trouve de l'IA, parce que c'est trop descriptif. Il te montre ce que tu veux. Carrément, textuellement, c'est très précis. Oui,
Ça ne laisse pas de place à la folie. À ce supplément d'âme et de folie. Exactement. Et c'est ça qui... Mais par contre, il y a certains projets très complexes qui ont besoin de ça. L'intelligence artificielle joue ce jeu. Aussi, en dehors même d'illustration, ça devient même des films. Je vois des courts-métrages faits en... Ben oui, avec l'IA générative. Oui. C'est un truc de dingue. Alors, ça te fait pas peur, toi? Moi, ça me fait pas peur parce que de toute façon, le monde, il part en vrille. Moi, je m'attends à tout. Mais je me dis de toutes les manières, quand je vois des films où maintenant les robots continuent à tuer les hommes parce qu'ils se rebellent, on va dans ce truc-là. Donc moi, je m'attends à tout. Moi, j'ai vu une pub de je sais pas, c'était une banque. C'était IA. Toute la pub, c'était IA. Des personnages, des IA qui... Et j'ai dit, ça, c'est pas bon pour nous. Hein. Parce que nous, on gagnait des petits sous avec ça. Mais si on nous prive de ça, parce qu'il y a IA... Mais c'est moins facile de le faire sur du long métrage, j'imagine, que sur des publicités. Mais ils vont y arriver. Mais ça va arriver très vite. Parce que tu vois comme ça s'améliore. Ouais. Comme les choses s'améliorent. Tous les 3 mois, il y a une révolution d'IA qui se fait, en fait. Ouais. On s'en rend pas compte, mais ça avance extrêmement vite. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Très bien. Il y a d'autres choses dont tu voudrais parler. En tout cas, moi, j'ai été ravie de partager avec toi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des sujets que tu voudrais aborder dont on n'a pas parlé? Faut savoir que je le dis pour les gens qui veulent me taquiner, je suis ceinture noire de karaté. Shotokan. J'ai été champion du Sénégal, vice-champion du Sénégal. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça, c'était vers quelle période? T'avais quel âge? C'était quand j'avais 18, 19, 20, 21, 22. Et tu continues à... Là, je pratique moins. Parce qu'avec le temps qui me manque, mais je veux repartir pour passer mon 2e dan, là. Donc, il faut que je m'y remette. T'es au 2e dan seulement? Oui, mais je suis ceinture noire. Parce que ceinture noire, c'est pas passage de grade. Faut faire les chias, il faut faire les... Faut vraiment... C'est dur de l'avoir ça. Oui, dans la ceinture noire, déjà, c'est difficile. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ça, les arts martiaux, le karaté, dans ton travail, dans ta vie? Relativiser. Je relativise beaucoup de choses. Côté zen? Zen, oui. Et les gens me disent que je souris tout le temps parce que, voilà, je suis quand même, j'ai mon caractère, mais c'est le boulot qui m'a permis d'être zen et de respirer, de ne pas m'affoler quand il y a des problèmes. Et pour moi, il n'y a pas de problème d'ailleurs, il n'y a que des solutions, en fait. Ça, c'est le boulot. Qu'est-ce qui peut te mettre en colère? Parce que tu dis que tu as ton caractère. C'est le manque de respect et l'injustice. Ça me met en colère. On va pas te manquer de respect. Merci beaucoup. On va terminer avec le questionnaire habituel. Oui. Quel est ton principal trait de caractère? Moi, je pense que je suis quelqu'un d'accessible. Je pense être humble. Ok. La qualité que tu apprécies le plus chez les autres? Le respect. Le respect de ses engagements et le respect des êtres humains. Le défaut qui te gêne le plus chez les autres? C'est le mensonge. Ta définition du succès? C'est faire ce qu'on veut faire et que moi, par exemple, je suis content quand ma famille aime ce que je fais. Quand mes parents, ma famille, ma femme, mes enfants, tout le monde regarde ce que je fais et sont contents. Je suis fier. Comment ta famille gère un peu ton hyperactivité, puis tes voyages incessants, etc., que ce soit tes parents? Quand je quitte chez moi, tout le monde est ennuyé. C'est l'ennui. Parce que je suis quelqu'un d'exubérant, je fais du bruit, je chante, je danse. Quand je suis pas là, tout le monde le sent. Donc, quand je pars 2 jours, les gens m'appellent quand est-ce que tu rentres? Mais ils le gèrent bien, toute ma famille le gère bien. Toi-même, tu arrives à trouver un bon équilibre à ce niveau-là? Ou bien tu t'aimerais être à la maison plus souvent? Non, en fait, la chance que j'ai quand même, c'est que je suis pas obligé d'aller au bureau tout le temps. Mais je suis obligé de travailler tout le temps. Mais je peux le travailler de chez moi. Donc, je peux gérer mes enfants là où je suis. Je peux bosser, je peux être avec ma famille, même si je me crée des moments où je dois être concentré. Mais oui, la famille est très importante pour moi parce que pour moi, ça me permet de me rappeler que je suis un homme et que j'ai des responsabilités plus importantes que juste une envie de succès, une envie de réussir. Et pour moi, voilà, ça me ramène un peu les pieds sur terre. Qu'est-ce qui te rend heureux? C'est voir mes amis, ma famille être heureux. Quel conseil tu te donnerais à toi-même si tu avais 20 ans aujourd'hui? À 20 ans, j'étais
J'avais de l'ego. Je croyais que tout était permis. Je me sentais pas, donc j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je pense que parce que j'étais mannequin, j'étais footballeur, karatéka, je me trouvais beau. Et tu vois, à un moment donné, je pense que ça m'a poussé à faire des petites bêtises ou à ne pas comprendre les choses. Et je me conseillerais d'être très humble. Ok, donc tu étais un peu orgueilleux, arrogant. Oui. Qu'est-ce qui t'a appris? Pas arrogant, mais orgueilleux. Ok. Qu'est-ce qui t'a calmé? C'est la vie. J'ai eu des échecs, j'ai eu des problèmes, moi, d'infertilité, j'ai fait des opérations, j'ai eu des tristesses, j'ai eu des divorces, j'ai eu des problèmes de finances. Tout ça là m'a montré que finalement, en fait, la vie, ma petite sœur a donné l'epterangala. La vie, tout est piste, tout est bonheur, en fait. Ouais. Et faut pas se prendre la tête. Les gens, tu n'es pas meilleur qu'eux. C'est pas parce que, par exemple, je suis patron aujourd'hui que je suis meilleur que toi. C'est pas parce que, en fait, donc, il faut respecter les gens. Chacun est patron chez lui. Chacun est un responsable. Il faut donc considérer les gens pour qu'on te rende ça. Donc, tout ce que tu donnes, tu l'as en retour, en fait. Donc, je pense que c'est la vie. C'est la vie. Et aussi des épreuves de la vie qui m'ont poussé à comprendre que pisse, quoi. Ouais. Mais il y a des gens, justement, qui ont du mal à se relever des épreuves qu'ils rencontrent dans la vie. Toi, apparemment, tu as su en faire un terreau. Ouais. Comment tu as fait? C'est le karaté, c'est la... Oui, mais je pense le karaté, mais aussi la famille. Je pense que j'ai toujours été bien entouré par ma famille, mes parents, mes sœurs. Bon. Tu parles beaucoup avec tes sœurs? Oui, je parle beaucoup. On n'a pas de cachotterie. Là, je vis avec ma sœur à Dakar. On a une maison, je suis en haut, elle est en bas. Ma sœur avec ses enfants, donc on travaille ensemble. Celle qui m'a aidé. Ah, c'était elle au tout début. Elle, maintenant, elle travaille avec moi. C'est ma directrice de prod. Okay. Donc, t'as vu? Parce qu'elle est partie se marier pendant longtemps. Elle est revenue. J'ai pris la place. Maintenant, c'est la prod. Mais elle est toujours talentueuse et un socle pour moi. Mais toutes mes sœurs, hein. Voilà, je pense que la famille était importante pour moi. Mm-hmm. Le karaté aussi, mais la famille, la religion aussi. Ouais. Tu disais que ton père, tu étais un fils à papa? Oui. Ton père est une figure importante pour toi? Oui, mon père, c'est je suis musulman, donc c'est le prophète ma référence. Mais mon père, c'est ma référence de tous les jours. C'est quelqu'un qui est parti de rien, d'une famille pauvre, qui s'est débrouillé pour faire un concours et qui a eu une bourse, qui est parti faire l'école navale, qui est revenu, qui a travaillé, qui a été viré, qui est reparti de rien pour créer sa boîte. Il nous a éduqués dans les deux côtés, religieux, mais côté aussi occidental, pour qu'on puisse comprendre comment ça se passe. Qui a fait de moi, qui m'a appris le karaté, tout, quoi. Ah, c'est lui qui t'a... Oui, qui m'a mis à l'école. Il est ceinture noire aussi, mon père. Ok. Tu vois, moi, j'ai manqué de rien. Moi, j'ai dit à mes potes, j'ai pas le droit d'échouer. Parce que mon père, même s'il m'a éduqué à la dure, il m'a mis quand même dans des écoles où je pouvais avancer. J'ai pas manqué de livres, de cahiers. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est une référence. Et là, c'est un des imams de la grande mosquée de Saint-Louis. Okay. Donc, tu vois, il est écrivain, il a écrit des livres. Ah bon, là, il écrit un livre, par exemple, qui s'appelle La femme, l'islam, prison pour la femme ou clé de sa réussite dans l'islam. Intéressant. Tu vois, il a écrit aussi un film sur la musique, la place de la musique dans l'islam. Wow. Il a créé un film sur... Ça s'intéresse à plein de sujets différents. Oui, mais toujours dans la philosophie islamique, la spiritualité. Donc voilà, ce mec-là, moi, et plus, il est beau gosse, il est grand. Tu vois, voilà. Quelles sont les principales valeurs qu'il t'a inculquées, les principes de vie qu'il t'a transmis? Le respect. Ouais. Déjà, le respect de son prochain, le respect par rapport à tout ce qu'on entreprend, le jusqu'au boutiste aussi. Il faut pas abandonner quand... Détermination. C'est pour ça, tout ce que j'ai commencé à faire, je suis allé jusqu'au bout, en droit, au karaté, au cinéma. Moi, j'y vais, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je veux pas abandonner des projets. Ça vient de lui. Et aussi la détermination et l'entrepreneuriat. Tu vois, la religion aussi. Donc, beaucoup, ma mère aussi, hein, les parents, c'est une équipe tous les deux. Bien sûr. Ils font tout. Quand je dis mon père, c'est aussi, moi, je suis beaucoup même plus fils à maman. Quand je vais à Saint-Louis, par exemple, je me couche sur les jambes de ma mère et elle me caresse ma tête. Wow. Et je fais comme les chiens. Ah oui. Okay. Ah oui. Donc, voilà, c'est pour te dire que j'ai quand même grandi dans un environnement sain. Ah ouais.
Tu vois, et mes parents m'ont beaucoup aidé. Donc, beaucoup d'affection. Beaucoup d'affection. Et quand j'ai eu des problèmes, quand je parle d'infertilité, moi, c'était même leur problème parce que moi, je m'en fichais un peu. Mais tu vois, les parents qui stressent. Oui, bon, on va prier. Il faut aller voir tel. Il va te donner ça. Tu vois, les amis. Tu vois, et tu vois les gens, et finalement, ça devient un problème pour toi parce que tu vois qu'autour de toi, les gens, je suis le seul garçon. Mon père dit, je vais pas avoir de petits-enfants garçons. Les Québec va se finir ici. Ah non, j'ai eu des jumeaux, moi, garçons et filles. Ah, t'as eu des jumeaux. Et donc, ils sont contents maintenant, tu vois. Mais voilà, c'est des problèmes comme ça, mais accompagnement de la famille, etc. Finalement, quand même, c'est tout ça, ça m'a permis d'être stable. Je suis quelqu'un de stable dans ma tête, donc je perds pas la tête facilement. Et je suis quelqu'un qui ne panique pas. Oui, mais c'est vrai parce que finalement, tu côtoies un monde aussi qui fait rêver, où il y a de l'argent, où on est dans des grands hôtels, des beaux hôtels, etc. Mais tu gardes cette stabilité-là. Tu es à Saint-Louis, tu es à Dakar, tu vois, tu t'es pas dit, maintenant, moi, je vais prendre mon bureau, machin, je vais m'installer à Cannes, je sais pas quoi. Mais par contre, à Dakar, j'ai de beaux bureaux. Ah oui? Ah oui, je me suis fait plaisir. Tu viendras visiter. Avec plaisir. Quand même, il faut qu'on sente que je suis un producteur. Bien sûr. Voilà. Avant mes premiers rendez-vous, on me disait, oui, on se voit un peu. Non, on va se boire un café. Je voulais parce que j'avais même pas de bureau. Après ça, j'ai eu un petit bureau qui était cool, que j'aimais beaucoup, mais qui était tout petit. Maintenant, j'ai un bureau qui est sur plusieurs niveaux parce que voilà, c'est une boîte de prod avec des locales pour garder tout ce qui est costume, décor, accessoires de stockage. Okay. On a un hangar pour mettre nos affaires. Une vraie boîte de prod. Attention. Super. Attention. Ah oui. Quelle est la plus grande leçon que tu aies apprise ces 12 derniers mois? 12 derniers mois? Ouais, récent. Moi, c'est peut-être avec Claire. C'est Claire Denis encore? Ouais. C'est surtout encore... Moi, je suis quelqu'un... la leçon, c'est... En fait, il faut jamais arrêter de se former. Parce qu'au fait, au contact de cette femme-là, je me suis rendu compte des failles que j'avais, que je pensais qui n'étaient pas des failles, parce que c'était pas confronté à quelque chose. Oui. Donc... et la femme, elle a 79 ans, elle a fait beaucoup de grands films et elle est toujours cool. Tu vois, elle a son caractère, mais accessible. Tu sais, je me dis, gars, nous, on n'est rien, on commence, bomber le torse, les personnes là. Elle aurait pu exiger des choses, tu vois, et je me dis... Et puis, elle nous parlait de la formation, même elle se forme jusqu'à maintenant. Elle se forme comment? Elle lit des bouquins? Elle avait besoin, sur ce tournage, d'envisager des choses. Elle est partie se faire acheter des livres pour comprendre un peu, tu vois, apprendre. À 79 ans. Ouais. Et là, donc, c'est la leçon, moi, c'est l'humilité et aussi l'apprentissage. Il faut jamais arrêter. Permanent. De quoi as-tu peur? Moi, j'ai peur de rien. Mais j'ai quand même peur de mourir et de laisser ma famille et mes proches dans le besoin. Ça, c'est une crainte. Là, je me suis débrouillé, les enfants des comptes, j'essaie d'alimenter, j'essaie de prendre des trucs. Parce que je me dis, c'est une crainte que j'ai en me disant si jamais je meurs vite, si je meurs tôt, parce que il y a des jeunes qui meurent. Mais oui. Qu'est-ce qu'ils vont, tu vois, c'est ça quand même, quand j'y pense, je flippe un peu. Et j'essaie toujours de me dire, faut que je mette de l'argent pour eux, faut que les sécuriser, quoi. Sécuriser. D'accord. Tu vois, ça, c'est une crainte. Mais j'ai pas peur de la vie, de rien, moi, j'ai pas peur. Si tu devais choisir entre les deux, tu préférais être la victime ou le coupable? Je voudrais être le juge. Excellent. Et pour finir, quelle est ta devise, si tu en as une? J'ai une devise en Wolof. Comment le dire en français? C'est ça le problème. L'argent, on travaille pour gagner l'argent. C'est pas quelque chose qu'on fait par la débrouille. On se débrouille pas, on sait pas tu vois. C'est pas des arrangements. Il faut gagner son argent par sa sueur. Il faut travailler pour gagner son argent. C'est ça ma devise, moi. Merci beaucoup, Souleymane. Merci. Mais merci, Seynabou. Merci à toute ton équipe.